Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui est un homme multicasquette. Alors il est à la fois CEO d'Iker, qui est un fleuron de la Wallonie. Il est, depuis la fin de l'année 2025, une des licornes belges, avec une belle valorisation de plus d'1 milliard. Et depuis la semaine passée, c'est aussi le manager de l'année de Trends Tendance. Tout ça, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles pour un seul homme. Fabrice Brion, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, effectivement, le dernier en date, c'est la nomination au manager de l'année. Ça fait quoi comme impression? Vous avez dit, j'ai l'impression de vivre une dinguerie. Oui, c'est vraiment quelque chose. On sous-estime, même moi, j'ai déjà participé plusieurs fois à la soirée, on a été entreprise de l'année en 2020, mais je sous-estimais vraiment l'impact, même sur le grand public, de ce prix, quoi. C'est vraiment très connu. Il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, qui me félicitent. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est magnifique, ça. Oui. Et du coup, quoi, c'est une responsabilité? Ça donne un sentiment. Bon, j'imagine que si vous l'acceptez quelque part, c'est parce que vous avez envie de prendre la parole à ce titre. Je pense que c'est beaucoup de plaisir, bien sûr, beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de responsabilité, parce que quand on voit le palmarès des managers de l'année qui m'ont précédé, c'est toujours à chaque fois des dirigeants de fleurons belges, de fleurons wallons, et donc je pense que oui, il faut le mériter, il faut en être digne. Alors, la question, vous l'avez posée dans le magazine Trends Tendance, je vous la pose ici. Pourquoi vous? Pourquoi cette année? Pourquoi moi, ça, je le laisse au jury, mais pourquoi cette année, on a vraiment eu une année 2025 qui était en même temps, c'est le message que j'ai fait passer en fin d'année à mes équipes, c'était en même temps l'année la plus difficile de ma carrière, mais en même temps l'année la plus belle de ma carrière. On a vraiment eu un très gros dossier qui nécessitait beaucoup de travail, qui pouvait vraiment tomber comme un succès ou comme un échec chaque mois. Sur 2025, donc on a mené à bien 12 très gros projets, comme les 12 travaux d'Hercule, sur l'année 2025. Tous ont été des succès, mais à très peu de choses, ça aurait pu être en partie. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça peut basculer, la piste tomber d'un côté ou de l'autre. Exactement. Vraiment. Ouais. Quoi, avec des risques ou chaque décision est un pari. Il y a des décisions qui ne tiennent pas en compte, qui ne prennent pas en compte que nous, par exemple des acquisitions. Il y a aussi l'autre partie qui doit accepter. Vous avez commencé l'année par une acquisition importante, donc rien n'est jamais acquis jusqu'à la signature. Donc tout pouvait aller dans un sens ou dans un autre. Et puis vous aviez annoncé une introduction en bourse que vous avez reportée, mais pour en fin d'année avoir une... C'est pour ça que vous êtes devenu une licorne, quelque part, en tout cas une levée de fonds qui était importante. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. Je dis toujours que la valeur d'une entreprise en bourse, la valorisation d'une entreprise, ça prend en compte deux facteurs. Il y a un facteur qui est propre à l'entreprise, et ça on le maîtrise, et on était confiant, on est toujours confiant, mais il y a un facteur qui est lié au marché. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'on vit des moments qui sont assez... avec beaucoup de changements, avec beaucoup d'incertitudes, que cette incertitude, elle a été prise en compte par les actionnaires américains, les investisseurs américains, les investisseurs asiatiques. En Europe, j'ai l'impression qu'on a encore du mal avec cette incertitude et que les investisseurs cherchent encore de la stabilité. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de reporter pour avoir une fenêtre où le macroéconomique serait plus stable. Enfin, qu'avec une levée de fonds qui quelque part fait le job. Enfin... On a réalisé une levée de fonds qui fait le job. On a aussi fait un pivot important sur notre business model qui fait qu'on a besoin de moins de fonds que ce qu'on avait estimé. Avec une croissance qui est quand même soutenue. Enfin... ça, c'est toujours une question aussi qui est importante, je pense. Pour l'Europe, on est une entreprise à forte croissance et parfois même on fait peur avec cette croissance. Pour les États-Unis ou l'Asie, on n'est pas une entreprise à forte croissance. Donc notre objectif dans cette levée de fonds, c'est même d'accélérer notre croissance par rapport à notre taux de croissance actuel. Oui. Vous m'aviez dit d'ailleurs que à un moment, ce qui est important, notamment par rapport aux États-Unis, c'est de travailler sur le marketing, la communication, le fait de faire savoir quelque part la qualité de votre offre. Ça a été un grand changement pour nous en 2025 parce que jusqu'à peu près septembre 2024, vu les quantités très faibles de capteurs qu'on pouvait fabriquer, parce qu'on fabriquait à la main avant, finalement, le point bloquant, c'était pas de vendre, c'était de fabriquer. Et puis, à partir de septembre 2024, notre usine a commencé à
tourné dans l'ancien bâtiment, c'est en 25 dans le nouveau. Et là, on s'est rendu compte que il fallait aussi commencer à vendre. Le point bloquant, c'était de faire savoir notre savoir-faire et de vendre. Donc on a, alors ça va faire sourire certains, mais on a investi dans le marketing qu'à peu près depuis septembre 2024. Ça a été un tournant. Ça a été un grand tournant pour nous, un des grands défis de 2025 et un succès. Donc on est très confiant dans 2026. Quand je dis le marketing, c'est tout ce qui est bien sûr marketing digital, tout ce qui est référencement, gratuit. On a même fait un studio exactement, dans vos locaux. Exactement. Hein, on a maintenant un studio. Non, on n'a pas les mêmes besoins, mais oui, effectivement, on a maintenant un studio qui nous permet de... On aime bien maîtriser les choses, donc on aime bien faire les choses en interne, et donc pour que nos équipes aient un instrument à la hauteur de leurs ambitions et de leurs talents, on a fait un petit studio en interne chez iCare. Oui. Alors Fabrice Brion, tout ça au départ d'un mémoire de fin d'études. Bon, je rappelle que vous travaillez, les capteurs, c'est quelque part la prédiction industrielle, c'est ce qui permet de faire en sorte que des machines, on peut déterminer le moment où il pourrait y avoir un problème, donc quelque part on facilite le travail et on empêche. Il y a un côté durable aussi dans votre démarche. C'est un peu l'inverse de l'obsolescence programmée. Voilà, donc nous, on fait en sorte que les machines durent plus longtemps que la durée de vie qui est prévue à leur conception. Mais donc, au départ d'un mémoire de fin d'études, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'imagine que le Fabrice Brion, c'était quoi ? C'était en 2004, c'est ça ? Le mémoire, ça remonte plus loin que ça. C'était en 2000-2001 et voilà. iCare, c'est 2004. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire au Fabrice Brion, qui était plus jeune à l'époque ? J'imagine que vous n'imaginiez pas être Jamais. Manager de l'année un jour. Non, je ne me destinais même pas à être entrepreneur. Puis quand on a lancé iCare avec Arnaud, on est amis Arnaud Stevenard, qui est votre cofondateur, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire. Tout à fait. Quand on a lancé iCare en 2004, on ne s'imaginait jamais avoir ces succès-là et cette croissance-là. Et donc, si je devais parler au Fabrice Brion et à l'Arnaud Stevenard il y a 25 ans, je dirais qu'il faut avoir plus confiance en eux et qu'il ne faut pas douter de certains de leurs choix. Parce qu'à certains moments, on a fait des choix qui, à l'instant T, étaient pénalisants, mais qui se sont avérés des gros différenciateurs positifs aujourd'hui pour nous. Ouais. On dit... c'est beaucoup de travail, vous l'avez dit dans l'interview que vous avez accordée au magazine à l'occasion du Manager de l'année. C'est aussi des risques, c'est aussi... C'est un parcours du combattant. Est-ce qu'à un moment, on ne se paye pas, on prend des risques ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a commencé à se payer après 5 ou 6 ans dans la société. Mais une anecdote que j'aime toujours bien partager, c'est qu'en 2013, notre solution a été lancée sur le marché. On parlait déjà de edge computing sur les capteurs, on parlait déjà de plateforme full cloud, on parlait déjà de d'AI, etc. Et personne ne voulait l'acheter. Parce que tout le monde en avait peur, surtout en industrie. Peur dans quel sens ? Parce que peur du cloud, peur de l'AI, etc. Et donc je me souviens qu'on a réfléchi à licencier notre responsable R&D qui avait pris toutes ces solutions, toutes ces décisions qui allaient à l'encontre du marché. Et puis on s'est dit non, nous on y croit, on pense que le marché ira dans cette direction-là. Donc persévérons, il faut faire le gros dos. On va avoir du mal pendant quelques années, on va perdre des parts de marché pendant quelques années parce que les autres ont des solutions qui correspondent plus au marché aujourd'hui, mais à long terme, ça sera un différenciateur. C'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, on est leader parce qu'on a persévéré dans cette stratégie innovante. Ça veut dire quelque part qu'on peut avoir raison avant tout le monde, mais qu'il faut quelque part l'assumer. Il faut l'assumer. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose qu'à l'époque, on prenne la décision de faire marche arrière. Mais je pense que si on avait fait marche arrière à l'époque, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ça veut dire parce que votre technologie a un côté révolutionnaire, vous l'avez dit, j'aime bien l'image de l'inverse de l'obsolescence programmée. Il y a aussi une philosophie derrière, oui. Mais ça veut dire qu'il faut le porter à ce moment-là en se disant « Ok, nous, on y croit et il faut l'assumer. » Effectivement. Je pense vraiment, si on avait fait marche arrière à l'époque, on serait plus là aujourd'hui. On aurait été racheté par une grande entreprise, on serait intégré dans un autre groupe parce qu'on n'aurait pas réussi à avoir la croissance qu'on a aujourd'hui. Ça demande aussi une foi de dire on garde son entreprise, en plus on reste à Mons, en Wallonie, dans votre berceau, c'est presque un acte d'engagement et de foi, ça.
Oui et non. Je pense qu'on a des ressources en Belgique, en Wallonie, en Europe, à Mons, en particulier aussi. Donc il faut pas. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Bien sûr, il y a des choses qui sont meilleures ailleurs, mais il y a aussi des choses qui sont moins bien. C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez... Je me rappelle qu'on avait eu une discussion ensemble. Vous avez dit, moi je crois en la Belgian Tech, c'est-à-dire à l'époque, bon maintenant ça a un peu perdu sans doute de force, mais c'était la French Tech, Emmanuel Macron, le président français, qui portait ça. Et vous avez dit, moi j'y crois fort, on peut construire ça. Ça veut dire qu'on est dans ce chemin-là ? Moi j'y crois, qu'elle soit wallonne, belge, européenne. Je pense qu'on a besoin d'une masse qui est la masse européenne. Malheureusement, comme j'ai dit aussi à certains de vos confrères depuis la semaine dernière, j'ai pas l'impression qu'on ait déjà démarré le chemin. Donc l'Europe, je pense, est encore en train de se poser la question est-ce qu'il faut démarrer ou pas ce chemin de la tech et ce switch vers les entreprises technologiques quand les autres sont déjà avancés. Donc, qu'est-ce qui manque ? Je pense que on est souvent dans la peur en Europe. On nous sérine depuis 50 ans la crise perpétuelle, etc. Et donc ça joue dans la peur de prendre des risques, parce que bien sûr les changements technologiques ce sont des risques. Mais je pense que inévitablement ces changements auront lieu avec ou sans nous. Et donc le plus gros risque finalement, c'est de ne pas en prendre. Parce que si on n'en prend pas, à court terme, ce sera beaucoup plus rentable, beaucoup moins risqué, mais à long terme, toute une série d'entreprises pourraient être effacées de la carte. On dit souvent qu'en Belgique et en Europe, on régule avant d'innover. Alors c'est sans doute une image un peu caricaturale. Bon, vous êtes quelque part du côté vertueux de la force avec votre solution, mais est-ce qu'il y a de ça dans le fait, vous avez dit au départ, quand on venait avec une solution, notamment avec l'intelligence artificielle, les gens me regardaient un peu l'air de dire avec quoi il vient celui-là. Donc, oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'en Europe aujourd'hui, on est en train d'essayer de construire, permettez-moi l'expression, une ligne Maginot digitale. C'est-à-dire quelque chose dont on aura l'impression que ça nous protège, mais qui en réalité ne servira à rien. Et donc toutes ces régulations, je pense, prenez pas de signification géopolitique à ce que je vais dire, mais en tout cas en termes d'économie, en termes de technologie, la meilleure défense c'est l'attaque, et donc je pense qu'il faut être ambitieux et investir dans les développements technologiques pour avoir des leaders européens, pour avoir une souveraineté technologique. Ne l'oublions pas, le monde est en train de changer, et aujourd'hui pour la plupart des technologies on est entièrement dépendant d'acteurs qui ne sont pas en Europe. Est-ce que la Wallonie a une carte à jouer ? Je dis ça parce qu'il y a eu cette semaine aussi l'annonce d'une 7e licorne belge, après vous, qui est Aikido Security à Gand. Il y en a 4 qui viennent de Gand. Donc là, il y a une espèce d'écosystème qui est né. C'est quoi ? C'est un exemple vertueux ou bien la Wallonie est à la hauteur de ça ? Je pense que la répartition entre Flandre et Wallonie reflète la répartition de la population, et même si on prend la répartition en termes de PIB, on est même au-dessus en pourcentage de licorne wallonne qu'en termes macroéconomiques. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de ça, et qu'il faut continuer à innover et à être ambitieux. On a en tout cas la matière première de la tech, on l'oublie souvent, c'est des hommes et des femmes, c'est des cerveaux. Et je pense qu'on a quand même de très bonnes écoles, de très bonnes universités, une très bonne éducation en Belgique et en Wallonie en particulier, et que ça, c'est vraiment la matière première du développement technologique. C'est un écosystème qui vous permet de grandir. Enfin, on parlait tout à l'heure de votre conviction de rester à Mons et en fait, les astres sont alignés aussi chez nous. Je pense que oui, on doit se convaincre qu'il y a, bien sûr, il y a des points qui sont moins avantageux qu'à l'étranger, mais cette disponibilité en main-d'œuvre d'une très très grande qualité, c'est vraiment un différenciateur positif. Oui. Est-ce que, alors on parle souvent, on a 2 licornes wallonnes maintenant, Fabien Pincartz avec Odoo et vous, est-ce que vous êtes un peu des modèles, des inspirations pour dire, en fait, les jeunes, suivez-nous, quoi.
Oh, je n'aime pas le mot modèle, mais je dirais que on a démarré, il y a un chemin, et on a démarré le chemin de l'entrepreneuriat, et on a démarré plus tôt, puisqu'on a démarré il y a 20, 25 ans, donc on est en avance sur le chemin. Si on peut d'abord donner l'envie aux jeunes de démarrer sur ce chemin, et ensuite, si on peut leur donner quelques conseils pour pas faire les mêmes erreurs que nous, ils iront plus vite. Il y a un côté décomplexé, de se dire, en fait, on peut le faire, parce que vous l'avez dit, vous n'aviez pas une vocation à être entrepreneur, et puis quoi? Ça veut dire que ça suit son cours naturellement Oui, moi, il y avait mon mémoire, j'y croyais, j'avais envie de le mettre en pratique. J'ai travaillé pour la société pour laquelle j'avais fait mon mémoire. On a subi 2 rachats en moins de 3 mois, et donc mon mémoire est parti à la poubelle. Et puis c'était frustrant pour moi de se dire, j'y crois, je maîtrise le sujet, et la société veut pas travailler dessus. Et personne ne voulait travailler là-dessus à l'époque. Donc la seule solution que j'avais, c'était de devenir indépendant. Donc moi, c'est plutôt pas tellement par passion pour l'entrepreneuriat, pour l'entreprise. C'est pas pour devenir CEO, c'était juste pour aller au bout de ce mémoire et de cette technologie à laquelle je croyais. Oui. Vous avez pris goût quand même, du coup. Ah oui, j'ai pris goût après, oui, par la suite. Dans quel sens? Ça veut dire, qu'est-ce que ça nécessite comme qualité, comme travail? Parce que c'est beaucoup de travail, vous l'avez dit, mais qu'est-ce que... Mais je pense justement que le monde de l'entrepreneuriat est en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'on vit cette révolution technologique. Et donc, comme dans toute révolution, c'est les gens qui ont la maîtrise technologique qui doivent l'idée. Ça ne veut pas dire qu'on est... Moi, je suis ingénieur, ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'un économiste pour l'idée d'une entreprise. Mais pour la période actuelle, dans des grands changements technologiques, il faut pouvoir justement avoir des stratégies technologiques, se tenir à ces stratégies et les convertir en délivrables. Et ça, je pense que c'est les gens qui ont la connaissance de la technologie qui sont capables de le faire. Donc je pense que pour le moment, effectivement, la macroéconomie, les révolutions technologiques que nous vivons font en sorte que un CEO doit avoir des compétences technologiques. Parce que c'est le produit qui évolue en permanence, qu'il faut innover, qu'il faut être à l'écoute des besoins. Aujourd'hui, on a un changement permanent et on doit adapter constamment la technologie aux besoins des clients. Ouais. Est-ce que la Belgique, la Wallonie, ont une carte à jouer dans j'allais dire une niche, c'est pas vraiment une niche, mais dans la technologie de service aux entreprises? Parce que quelque part, Odoo et vous, c'est ça, c'est donner les outils aux entreprises pour performer mieux, pour gagner de l'argent, dans le bon sens du terme, c'est ça? Est-ce que c'est une marque de fabrique de chez nous? Oui, mais je pense que du coup, l'Europe doit avoir l'ambition d'avoir une réindustrialisation. Parce qu'on l'oublie souvent, l'industrie va tirer derrière elle toute une série d'autres entreprises qui vont servir ces entreprises. Et ensuite, bien sûr, toutes ces entreprises ont besoin de technologies au service des entreprises, comme Odoo, comme iCare, comme d'autres. Mais donc, je pense qu'il faut une politique claire de réindustrialisation. Alors souvent, moi, ça me fait toujours rire, pour pas dire pleurer, mais si vous passez le long d'une autoroute, un zoning, c'est une petite usine qui fume. Ça, c'est l'esprit européen. On est encore dans la vieille industrie du 19e siècle qui fume, qui pollue. C'est pas ça l'industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'industrie, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie électronique, il y a l'industrie technologique. Il y a énormément de choses à faire en industrie sans avoir de nuisances. Et donc, je pense qu'on doit avoir ce courage de la réindustrialisation parce que l'industrie tire derrière elle toute une série d'écosystèmes, justement, qui permettent de percoler ces progrès. Est-ce qu'il y a encore temps pour ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de signaux d'alerte qui ont été lancés. Il y a eu la déclaration d'Anvers, il y a 2 ans, qui était un moment où pas mal d'industries ont dit attention, le contexte de notre compétitivité est compliqué. Il y a des choses qui bougent, mais sans doute lentement. Comment vous analysez ça? Moi, je suis
profondément et fondamentalement pro-européen. Malheureusement, je pense, peut-être vous choquer, mais je pense que l'UE aujourd'hui est dans une phase de sa vie qui est assez similaire à celle de l'URSS à la fin des années 80. Trop de bureaucratie. C'est-à-dire avec trop de bureaucratie, avec une déconnexion complète des besoins de ses citoyens. Les entreprises sont aussi des citoyens de l'UE. Et donc on est à un moment charnière. Soit on se rend compte, on a l'humilité de se rendre compte qu'on est au bout d'un modèle et on réinvente naturellement le modèle suivant. Et j'espère que ça sera la solution. Soit le modèle va s'écrouler, mais je pense que le modèle actuel... une capacité de décision plus importante, plus d'Europe dans certains domaines, capitaux, énergie... peut-être social, fiscal. Social, fiscal. Pour moi, la solution à beaucoup de problèmes actuels et au changement macroéconomique du monde, à la montée en puissance de la Chine, de l'Asie, au choix très fort, mais pas pro-européen des États-Unis, c'est plus d'Europe, oui, effectivement. Ça veut dire arrêter de se faire la concurrence les uns les autres, en quelque sorte. Je pense qu'on a actuellement assez de concurrents externes que pour continuer à se battre entre nous. Oui. Et ce franc-là, il tombe petit à petit, vous avez l'impression J'espère. Quand vous en parlez, on sourit poliment ou bien on vous écoute Moi, je dis toujours, moi je suis un supporter d'Anderlecht, mais si Anderlecht ne joue pas la Champions League et que l'Union joue la Champions League, j'espère que l'Union va gagner, parce que je préfère l'Union qu'un club en dehors de la Belgique. C'est un peu la même chose d'un point de vue macroéconomique. Bien sûr que je supporte la Wallonie, bien sûr que je supporte la Belgique, mais avant tout, arrêtons de faire cette guéguerre intra-européenne et c'est d'ailleurs notre devise, l'union fait la force, renforçons-nous pour mieux concurrencer les autres ensembles économiques mondiaux. Oui. Alors, Fabrice Bougueron, vous aviez envisagé, je l'ai dit, une introduction en bourse que vous avez reportée. C'est toujours à l'ordre du jour ou bien ça... C'est toujours à l'ordre du jour parce que je crois fondamentalement au principe de la bourse sur le développement économique. Si on regarde, on parle souvent de la Silicon Valley. Le principe de base de la Silicon Valley, c'est que toute entreprise qui se crée a le rêve de rentrer en bourse. Et ce rêve de rentrer en bourse, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet une liquidité aux investisseurs, une liquidité aux employés, parce qu'il y a beaucoup d'employés actionnaires. On parle souvent de notre modèle chez Icare d'actionnariat employé, mais on n'a rien inventé. C'est un modèle qui existe depuis 50 ans dans la Silicon Valley. Tout ça permet aux gens de réinvestir localement dans d'autres entreprises et donc créer un cercle vertueux. Donc moi, je crois fondamentalement dans ce principe économique de la bourse. Donc j'espère qu'on en fera partie un jour. Je pense que vu tout ce qu'on a fait en 2025, tous les défis qu'on a menés en 2025, il faut un peu digérer en 2026. Donc je pense que 2026 sera trop court, mais il ne faut jamais dire jamais. Alors, une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais quand on envisage d'entrer en bourse, on pense forcément Euronext ou bien on peut penser à d'autres endroits? Et quels sont les critères qui peuvent on peut penser aux deux et c'est toujours un équilibre. Je pense qu'effectivement Euronext offre plus de sécurité, une place étrangère comme le Nasdaq offre plus de valorisation, et donc c'est vraiment en fonction du momentum et de ce qu'on recherche, de ce que recherche l'entreprise, de ce que recherchent les actionnaires au moment de l'entrée en bourse. Donc pour moi, les deux sont envisageables et ça sera à nos actionnaires, dont je fais partie, dont presque 350 employés font partie aussi, de décider au moment où on décidera de lancer l'opération. Ça arrivera évidemment le moment venu, mais enfin c'est un choix stratégique aussi. C'est un choix stratégique. Dans un moment où, comme vous l'avez dit, le monde est quand même, alors on va dire qu'il est un peu fou, mais il est quand même un peu, où la Chine et les États-Unis se font une concurrence féroce et où l'Europe est parfois un peu à la traîne. Vous l'avez dit, vous êtes un pro-européen convaincu. C'est facile de l'être quand on est un entrepreneur comme vous? Il faut avoir la foi. La foi, c'est-à-dire croire en quelque chose, même si on voit que ça ne se réalise pas. Et pour l'instant, c'est le cas. Moi, je crois fondamentalement en plus d'Europe, mais je tarde à en voir les résultats, oui. Donc, vous êtes un acteur. Vous pouvez, déjà, quand on en parle comme on en parle ensemble... C'est pour ça que je suis ici, c'est pour faire passer ces messages, et j'espère que ces messages arriveront aux oreilles des dirigeants européens et qu'on entamera ce changement avec ambition.
Alors, manager de l'année, vous l'avez dit, c'est une responsabilité. Ça change quoi dans votre vie pour le moment ? Dans la vie de tous les jours, ça ne change pas grand-chose, mais à part, comme je vous dis, qu'on me reconnaît dans la rue et on me félicite, c'est qui est assez surprenant. Je ne pensais pas que c'était autant connu du grand public, mais c'est une responsabilité et surtout, je pense qu'il faut en profiter pour faire passer des messages, pour faire passer des idées. Ça veut dire que votre agenda est plein maintenant ? Comment ça se passe ? Mon agenda se remplit, effectivement. À très court terme, sur la dernière semaine, ça a été, mais j'ai eu quasi tous les jours des demandes pour participer, pour intervenir dans des événements dans les 3-4 prochains mois. Oui. Ça veut dire prendre son bâton de pèlerin aussi pour, quelque part, vanter l'esprit d'entreprise. Vous l'avez dit, mémoire, quelque part, concours de circonstances, on va dire ça comme ça, qui fait que vous êtes devenu entrepreneur et puis un CEO et puis maintenant un manager de l'année, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que c'est le message que vous avez envie de faire passer ? Oui, j'espère. Donc je suis pas là pour vendre iCare, c'est pas mon objectif, je pense que je ne l'ai jamais fait, mais l'objectif c'est vraiment de promouvoir mes idées sur l'entrepreneuriat. Je suis pas les seuls à les avoir, mais d'essayer de profiter de cette caisse de résonance qu'est le prix du manager de l'année pour parler de ce en quoi je crois, de mes valeurs, et d'essayer de les faire partager au plus grand nombre. Vous avez dit dans des interviews aussi que votre métier changeait en permanence. D'ailleurs, c'était un hommage à vos équipes en disant quelque part, si c'est possible, c'est parce que j'ai des équipes qui sont derrière moi ou avec moi et qui me... Mais ça veut dire quoi que ça change en permanence ? Je vais prendre un exemple pratique. Il y a 5 ans, on a gagné le titre d'entreprise de l'année. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Dans 5 ans, je pense que j'ai changé 2 fois de job du tout au tout. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens dans mes équipes qui ont repris le job que je faisais il y a 5 ans, mais il y a certainement aussi déjà des gens dans les équipes qui ont repris le job de ceux qui ont repris mon job il y a 5 ans. Mais quand changer de tout au tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous étiez... Dans mes tâches au quotidien, je ne fais plus du tout la même chose aujourd'hui que ce que je fais. Par exemple, on parlait du marketing, du commercial, etc. Encore jusqu'en septembre 2024, j'étais directement responsable de la R&D. Jusqu'en septembre 2024, j'étais directement responsable des ventes, du marketing. Tout ça, ça a été délégué en 2024 et au courant de 2025. Donc aujourd'hui, il y a à des gens de l'équipe, à des employés, certains qui me suivent depuis le tout début et qui ont repris ces rôles aujourd'hui pour me permettre de me concentrer sur d'autres rôles plus stratégiques pour l'avenir de l'entreprise. Et notamment gérer la croissance, c'est facile de gérer une croissance importante ? C'est toujours une question à double tranchant parce que effectivement pour l'Europe on fait un peu peur parce qu'on c'est ce que vous avez dit, que pour les États-Unis, à côté de ça, pour les États-Unis, on cite toujours les États-Unis, mais même pour l'Asie, même pour le Moyen-Orient, on n'est pas une entreprise à forte croissance. Donc nous on a peur des croissances à 2 chiffres et dans d'autres ensembles économiques on cherche plutôt les croissances à 3 chiffres. Et vous allez souvent là-bas aux États-Unis, en Asie, je veux dire, est-ce que ce sont des inspirations, des références ? J'ai la chance de voyager beaucoup. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ces modèles, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a des valeurs en Europe. Ces valeurs, elles sont différentes des valeurs des États-Unis. Ces valeurs sont différentes des valeurs asiatiques ou des valeurs russes ou du Moyen-Orient, par exemple. Mais que la seule manière dans le monde d'aujourd'hui de porter ces valeurs, c'est d'avoir une force économique, d'avoir un poids économique. Et je pense qu'on crée trop de silos en Europe. En Europe, on sépare l'économique du social, du politique, du diplomatique. On voit aujourd'hui que c'est tout à fait faux. On ne peut pas avoir une influence diplomatique si on n'a pas une influence économique. On ne peut pas être une Europe sociale si on n'a pas la performance économique. Donc, je pense qu'il faut arrêter de tout siloter, de tout dissocier et se rendre compte que le progrès social, le progrès économique, le progrès de nos valeurs, donc diplomatiques, passera vont de aussi pair. par nos performances, en fait. Tout à fait. Bon, c'est un beau message. Alors, pour terminer, juste une petite question anecdotique. On avait ensemble, lors de la dernière Coupe du Monde, évoqué le parcours des Diables Rouges. Je ne leur ai pas porté chance. Moi non plus, du coup, vu que... Alors, on a une Coupe du Monde qui se profile cet été.
Est-ce que maintenant que vous êtes manager de l'année, vous allez porter chance au Diable Rouge? Est-ce que vous avez l'impression que ça va être l'année? J'ai un ami qui m'a souhaité ses bons voeux pour la nouvelle année en me disant « Je veux au moins une victoire cette année ». C'est-à-dire soit toi au manager de l'année, soit Charles Leclerc en Formule 1, soit Anderlecht dans le championnat de Belgique, soit les Diables Rouges à la Coupe du Monde. Vous avez déjà tout pris, quoi. Je pense qu'il y a plus de chances que Charles Leclerc gagne une course cette année que les Diables gagnent la Coupe du Monde. Par ailleurs, vous êtes déjà manager de l'année, donc ça c'est déjà fait. Il avait dit au moins une, donc il y a peut-être de la place pour une deuxième ou une troisième. Bon, Fabrice Brion, merci beaucoup. Je rappelle votre multicasquette, CEO d'Aiker, licorne belge et maintenant manager de l'année. Donc voilà, un discours bien inspirant avec aussi des questions et des réflexions à avoir sur l'Europe notamment et la Belgique. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine. Et puis on se reverra sûrement avec Fabrice Brion pour évoquer cette année de dinguerie.